Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière émission de l'année sur Sud Radio avant de se retrouver bien sûr en 2019 avec de nouveaux invités toujours plus incorrectibles ou politiquement incorrects. Alors pour clore en beauté cette année, nous vous devions un invité exceptionnel qu'on entend peu ailleurs et c'est peu dire. C'est d'autant plus surprenant qu'en cette riche actualité sociale, on en parle beaucoup de cette personnalité que je vais vous présenter dans un instant. Vous l'aurez compris, on va une nouvelle fois parler de ce mouvement des Gilets jaunes et parler de ce mouvement aujourd'hui si on est encore un minimum honnête intellectuellement. Ça n'est évidemment pas parler de quelques abrutis, casseurs, extrémistes de droite ou de gauche qui restent une minorité, c'est parler surtout des revendications de ces manifestants. Vous savez, ces gens qui pour beaucoup réveillonneront ce 31 décembre dans le froid sur des ronds-points un peu partout en France. Et parmi leurs demandes, il n'aura échappé à personne qu'il y en a une qui revient avec insistance et sur laquelle au moins tous les gilets jaunes s'accordent. C'est le fameux RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Et sur ce thème, je vous le disais, il y a une personnalité évidente qui se dégage. Alors pour l'interroger à mes côtés aujourd'hui, deux journalistes incorrectibles comme chaque semaine, Nicolas Vidal de Pouch et Gabriel Robin de l'Incorrect. Salut les amis, ravi de finir l'année avec vous. Salut. En forme ? Salut. Ça va, oui, en pleine forme. Allez, c'est parti, bienvenue dans les Incorrectibles. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors notre invité ce dimanche est professeur de droit et d'économie dans un lycée de Marseille. Il est blogueur et militant politique. Il devient célèbre en 2005 en faisant campagne pour le non à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne grâce à un texte publié sur son blog qui bénéficie d'une forte communication virale. Il se définit comme anarchiste et d'ultra-gauche. Il critique depuis le système en place et milite pour des institutions inspirées de la démocratie athénienne, en particulier la création, donc je le disais, de ce fameux référendum d'initiative citoyenne, le RIC dont on parle tant. Il est l'auteur du blog du Plan C. Depuis quelques semaines, il est véritablement devenu la coqueluche d'une bonne partie de ces gilets jaunes grâce à ses travaux sur la réforme des institutions. Il travaille aussi à un manuel théorique et pratique du citoyen constituant. Étienne Chouard, bonjour, soyez le bienvenu, on est ravis de vous recevoir. Merci. Alors pour commencer, on va d'abord éluder une question. Expliquez-moi, Étienne Chouard, comment il se fait qu'avec une telle notoriété sur un tel sujet, on ne vous voit quasiment nulle part dans les médias et pourtant on parle de vous, on vous critique. C'est quoi ? C'est un choix de votre part ? Ah, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. C'est étonnant. J'ai réclamé publiquement un droit de réponse. J'ai réclamé un droit de réponse à toute une série d'éditorialistes qui, la semaine dernière, ont pris la plume pour parler de moi, en disant que j'étais un monstre dans lequel je me reconnais évidemment pas, qui disent Parlez que de qui là, particulièrement ? J'ai entendu Jean-Michel Geoffrin, Apathy, voilà, Jean-Michel Apathy, et puis Laurent Geoffrin, qui disait Geoffrin que j'étais un facho, Apathy disait que j'étais un extrémiste. Et alors, ces gens-là, je veux bien être extrémiste, si je m'occupe extrêmement du peuple dont je fais partie, moi je veux bien, mais extrémiste de quoi ? Puis qu'est-ce que ça veut dire extrémiste ? On parlait peut-être de vos fréquentations, mais on va parler, ou en tout cas des inspirations que vous avez ça ne paraît pas raisonnable de juger quelqu'un à ses fréquentations, d'autant qu'il faudrait les prouver. Et puis, il me semble que ces gens-là me reprochent de parler de quelqu'un dont je ne parle jamais, alors qu'eux en parlent tous les jours. Donc c'est un paradoxe quand même extravagant. Quand même. Donc, je crois mais à savoir... mon avis, ils cherchent à ne pas traiter le fond. Je pense que le fond du message que je défends est très dur à défendre, très dur à critiquer de la part des voleurs de pouvoir, de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui dans le système de domination parlementaire. Alors justement, donc, on va en parler. Beaucoup de mal sur le détail. fond, et comme ils ont du mal avec le message, ils s'en prennent aux messagers, mais bon, vous regardez les commentaires de leurs éditoriaux, tout le monde le voit quand même. Il y a pas grand monde qui adhère à leur calomnie. Alors, on va y revenir en détail. On va parler bien sûr tu me laisses pas répondre. De ce RIC, mais on aura un petit scoop en fin d'émission. Restez avec nous. Alors, on recevait il y a peu de temps sur ce même plateau, c'était il y a 2 semaines, votre ami Philippe Pasco, une autre figure de proue du soutien aux Gilets jaunes. Vous connaissez depuis longtemps avec Philippe Pasco ? Depuis un moment, je ne sais pas compter, mais ça fait... Alors, les Gilets jaunes, années. Pour vous, ce mouvement, c'est un mouvement que vous espériez depuis longtemps, Étienne Chouard ? Sans qu'il y ait ce nom de Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes font exactement ce que tous les citoyens devraient faire. Je les trouve exemplaires. Ce qu'ils font Pourquoi ça n'a pas à la éclaté fois plus tôt ? révolutionnaire. Je sais pas, mais moi, il y a 10 ans que je travaille là-dessus. Pourquoi maintenant ? Je sais pas. Mais c'est pas parce qu'on sait pas que ça n'arrive pas. Voilà, on peut pas prévoir à l'avance pourquoi un peuple va se révolter, pourquoi il va se relever.
En Tunisie, c'est quand quelqu'un se met le feu à lui-même et c'est scandaleux. Ou... Bon, en tout Vous cas, pensez pas que c'est Macron qui a pu être le déclencheur de ce mouvement ou ça va au-delà de lui? Involontairement, je sais pas. C'est vrai qu'ils sont tellement... Les hommes au pouvoir et leurs sponsors financiers sont tellement arrogants, obscènes, insultants, humiliants, énervants, exaspérants, qu'il y a un moment où ça pète. Nicolas Vidal. Oui, Etienne Chouard. Est-ce que 18 mois après effectivement les élections présidentielles, est-ce que peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus d'issue politique, de voie politique après présidentielle, et que le fait des taxes, notamment, qui a été, on l'a repris partout, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et grâce aussi avec la concomitance des réseaux sociaux, parce que on avait appelé ça la révolution Facebook. Est-ce que les présidentielles avec Macron qui ont lâché le peuple, on en parlera probablement dans une politique effectivement assez mondialisée, que les gens peut-être dont ont pris conscience, et la concomitance de la pauvreté, de la précarisation de ces gens et leur paupérisation, s'est portée sur Facebook et les gens se sont reconnus, se sont agrégés. Est-ce que c'est pas un peuple finalement qui s'est agrégé, qui s'est reconnu, qui s'était endormi et qui s'est retrouvé, qui s'est réveillé sur les réseaux sociaux? C'est pas sur les réseaux sociaux qu'ils se retrouvent, c'est sur les ronds-points. En fait, ces gens-là sortent de chez eux. Un des premiers traits exemplaires des Gilets jaunes, tous les citoyens devraient faire ça, c'est qu'ils sortent de chez eux, ils se retrouvent sur des lieux publics, des lieux de passage, et ils refont société. Il faut y aller sur les carrefours, c'est Mais qu'est-ce qui a incroyable. été le déclencheur? Comment ils se sont retrouvés sur les ronds-points? C'est une vraie question. Je sais pas, moi, historiquement, il faudrait regarder, il faudrait étudier, mais c'est pas ça qui est décisif. Hein. Enfin, quand vous allez trouver l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, vous n'aurez pas trouvé le carburant. Vous ne réclamez pas la démission du président de la République, vous? On s'en fiche complètement. Le président, c'est pas lui le problème. C'est un gredin, mais si vous le remplacez sans changer les institutions, vous aurez un autre gredin à la place, vous aurez une autre fripouille. Enfin bon... C'est pas une question de personne. On n'a pas un problème de personne. C'est pas un problème de personnel politique. On a fort quand même. Vous le traitez de gredin, vous? Oui, de gredin, de voleur, de criminel. Non, mais attendez. De criminel même? Oui, de criminel. Et je peux développer. Ce gars-là est en train de sciemment de détruire la sécurité sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, j'ai entendu le maire dire on va venir à bout des cotisations sociales. Je vais les baisser. Il s'en vante. Tout le système hospitalier fonctionne sur la cotisation sociale. Quand vous supprimez les cotisations sociales, vous affamez financièrement les hôpitaux. C'est criminel. C'est criminel, voilà. Je viens de finir un livre remarquable sur les États-Unis, le modèle américain, dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale, ou en tout cas c'est tellement lamentable, il n'y a que les riches qui sont soignés. Si on va vers ça, oui, c'est criminel. Il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis faute de soins. Beaucoup. Je vais vous le sortir, le bouquin. Gabriel Robin, de l'Incorrect. Alors, monsieur Chouard, au début de la mobilisation des Gilets jaunes, moi, il me semble que la question du référendum d'initiative citoyenne était secondaire, voire totalement inexistante sur les ronds-points. La véritable question qui réunissait les Gilets jaunes, c'était le racket fiscal et la cherté de la vie, donc le pouvoir d'achat, qui étaient liés, et donc la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, c'était l'augmentation de la taxe sur les carburants. Est-ce que vous avez joué un rôle dans cette transformation du mouvement et dans ces nouvelles revendications qui se sont agrégées à partir de l'acte 2, 3, 4, etc. Pensez-vous avoir eu une influence sur le mouvement? Je serais très immodeste de dire que j'ai joué un rôle. J'ai joué un rôle comme tous les humains, quoi. En fait, c'est collectif. Il y a une espèce de cerveau collectif qui est en train de grandir depuis une dizaine d'années autour d'une émancipation, d'une auto-émancipation d'une population. Et l'idée vaut pour toutes les populations du monde. Alors, le rôle que joue une personne, moi j'y travaille beaucoup, donc j'ai sûrement joué un rôle, mais tout ça est collectif. C'est impossible de dire qu'une personne toute seule ne fait rien là-dedans. Dans les années 80, la question du RIC avait été abordée par une personnalité du Club de l'Horloge qui s'appelait Yvan Blot, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Les racines de la liberté ». L'avez-vous lu? En avez-vous eu connaissance? Pas du tout. C'est la première personne sous la Ve République qui a vraiment développé la question du RIC. Non, Yvan Bachot est dessus. Yvan Blot. Oui, mais Yvan Bachot est là sur le coup depuis plus longtemps. Tout à fait. Un simple citoyen qui se bagarre depuis plus longtemps. En fait... Depuis
En tout cas, C'est 82, c'est oui, 1982 ça la fait sortie plus de des 30 Racines ans de la que- Liberté. Ça fait plus de 30 ans qu'Yvan est sur le coup. Alors 82, je sais pas. Mais de toute Qu'est-ce que façon, vous pensez mais de... attendez, vous connaissez, mais qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, C'est important historiquement quand même pour savoir d'où vient le référendum d'initiative citoyenne. alors Yvan bon, Blot, alors, Yvan Blot, c'est quelqu'un de droite. Oui, Oui, tout c'est à un fait. ancien de député relâche. Front National, je Tout crois, à fait, aussi. tout à fait. Bon, on va pas rentrer dans... Attends, non, mais si, parce que Non, si, non, mais c'est une vraie question parce que ça prouve que le référendum d'initiative citoyenne, c'est transversal. Absolument. Ça transcende les clivages politiques. exactement. Le sien était beaucoup plus restrictif que le vôtre, d'ailleurs. C'est Gabriel, votre prénom. Il y a 10 ans, 15 ans, tous les partis politiques, tous avaient le RIC dans leur programme. Et dans tous les sondages, quand on demandait aux Français, 90% même quelquefois, disaient oui, le RIC, c'est ça qu'on veut. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est un bord ou l'autre. Non, Tous les partis le mettent à leur programme parce qu'ils savent que grâce à ça, ils vont être élus. En tout cas, ils vont avoir des gens qui vont aller vers eux parce que les gens en veulent. De même que la Mais ils proportionnelle. l'ont tous promis, ils ne l'ont jamais donné. C'est-à-dire que comme nous n'avons pas de constitution, donc nous n'avons pas d'institution. Non, nous n'avons pas de constitution. C'est une fake constitution. Ce truc-là, c'est un faux. Pourquoi Parce que ça devrait être une protection. Ça devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Ça devrait être un texte qui institue notre pouvoir et nous protège contre les abus de pouvoir. Et au lieu de ça, c'est une prison Vous politique. pouvez la contester, Donc- mais elle n'est pas fausse, elle est véritable. Non. Et non, il Ça suffit. existe. Vous la qualifiez de prison, notre Oui, Constitution. écoutez, non, c'est une question de mots. Mais Oui. c'est un C'est débat. une question- c'est important Je quand veux même, pas hein. du tout On peut pas l'imposer. dire qu'elle est hein. fausse. Vous êtes hein. venu avec, là, c'est ce Elle est, petit fascicule, ouais. c'est ça que vous avez devant vous? Oui, absolument. C'est là-dedans, c'est dans ce texte qu'est programmée notre impuissance politique. Alors, si vous regardez, si vous étudiez les sciences politiques, Et vous avez des vous exemples, verrez par nulle exemple part que les constitutions sont des textes qui C'est ce que programment de- l'institut. C'est ce que la disait puissance Charles des Pasqua. gens. Charles Pasqua disait la Ve République est faite pour un chêne, pas pour des glands. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'incarnation de la Ve République aujourd'hui? On voit une formule qui est Ouais. ultra méprisante, quoi. Je veux dire, mais c'est bon. Bon. C'est pas moi, On je rentre- cite. Pasqua. mais- Gabriel, alors, s'il bon. vous plaît, on va laisser parler quand même Étienne Chouard. On va revenir dans un petit instant sur Sud Radio, dans Les Incorrectibles. Restez surtout avec nous. Étienne Chouard est notre invité exceptionnel ce dimanche. Merci, à tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Nous sommes de retour dans cette émission exceptionnelle pour cette dernière de l'année. Nous recevons Étienne Chouard, l'un des pères du RIC, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Toujours avec moi pour vous interroger, donc Nicolas Vidal de Puig et Gabriel Robin de l'Incorrect. Alors évidemment, on va en parler de ce RIC, mais on va revenir un petit peu sur cette constitution et puis surtout aussi sur vous, sur votre personnalité quand même un petit moment, Étienne Chouard. Il y en a beaucoup qui vous accusent d'incarner la confusion d'une époque troublée, de procéder surtout par raccourci, simplification, voire contresens, et de diffuser des théories du complot. Vous voulez leur répondre, Étienne Chouard? Je vais juste, avant de vous laisser répondre, on va écouter François Ruffin, qui lui aussi a déclenché une sorte de malaise au sein de son parti Les Insoumis, depuis qu'il vous a cité en conférence de presse. C'était le 18 décembre dernier. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. Le système est verrouillé. C'est fort de ce constat, de ce verrouillage, après des semaines de surdité du sommet, après des Macron d'émissions scandées partout en vain, que le référendum d'initiative citoyenne a fleuri. Oh, il n'a pas fleuri par hasard. Il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Étienne Chouard et ses amis, ont semé, ont arrosé depuis des années, depuis le traité constitutionnel européen de 2005, depuis la trahison de Lisbonne, la trahison du peuple par les députés, par les sénateurs, par le président, depuis qu'il est évident, depuis qu'il est transparent, que le peuple ne saurait plus avoir confiance dans ses représentants. Voilà, Étienne Chouard. Alors, on ne va pas en parler pendant toute l'émission, mais on va quand même évacuer ce sujet depuis plusieurs de ses collègues insoumis grincent des dents, notamment Clémentine Autain. Je la cite, je suis évidemment en phase avec la proposition pour le RIC, mais j'avoue, je n'aurais pas pris en modèle Étienne Chouard. Mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives rouge-brun, a-t-elle écrit sur Twitter. Rouge-brun, évidemment, pour l'adjectif qui désigne des personnalités politiques issues du marxisme et du communisme qui ont dérivé vers le fascisme ou l'extrême droite. Ça doit forcément vous toucher, vous faire réagir, vous le disiez en début d'émission. Alors, l'expression rouge-brun, elle est souvent dans la bouche, et à mon avis presque exclusivement dans la bouche de ceux qui défendent le système parlementaire. Le système parlementaire est un système de domination. C'est un système où les élus décident tout à la place des humains. Ce sont les élus qui décident tout. Et les humains sont dominés par les parlementaires. Ce système est contesté par sa gauche et par sa droite. Le système de domination parlementaire est contesté par les démocrates qui ressemblent aux anarchistes au meilleur sens du terme. Donc c'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui veulent, à la place de ce système de domination, mettre un système sans chef, ou en tout cas avec des chefs très contrôlés,
démocratique. Et il est contesté sur sa droite par des gens qui veulent mettre un système avec des chefs qui ont tout le pouvoir. Sur la droite, l'alternative, elle se méfie du peuple et elle veut mettre un roi, un duce, un Führer, un dieu, quoi, un père. Et attaqué par sa gauche et par sa droite, le système de domination parlementaire peut pas se défendre contre les démocrates en disant « méfiez-vous de Schwarz, c'est un démocrate ». Tout le monde rirait. Tout le monde aime la démocratie et ce serait très difficile d'argumenter. Ils vous attaquent. Alors par contre, s'ils arrivent à mélanger les démocrates et les fascistes, mais ils aimeraient pas qu'on les appelle comme ça. Bon, mais vous saviez les autoritaires, disons, s'ils mélangent les libertaires et les autoritaires, s'ils les mélangent, ils arrivent à s'en débarrasser en disant c'est tous des fascistes. Oui, mais c'est une façon de ne pas répondre sur le fond. Bon, mais concrètement, vous aviez quand même... C'est ça, la confusion, elle consiste à dire rouge-brun. Vous aviez quand même déclaré avoir trouvé des qualités des personnalités comme Thierry Meyssan, Jacques Cheminade ou Alain Soral, dont on connaît les orientations. Ça a pu choquer, ça, vous le comprenez? Oui, je comprends ça. Et en fait, en isolant... Enfin, moi, que vous faites une fixette sur le Rothschild et sur le sionisme. Mais c'est une connerie, quelle fixette? J'en parle jamais. Je n'en parle jamais, littéralement jamais. Donc en fait, ça fait 13 ans que je m'exprime sur mon blog, je parle. 13 ans, ça fait des millions de mots, des centaines de milliers de phrases. Et là-dedans, on prend une phrase, j'ai pu dire des conneries. Oui, j'ai pu en dire. Évidemment, qui dit pas de conneries? Bon. Votre réaction face aux gilets jaunes qui font des quenelles. Attendez, quand vous prenez 3-4 conneries que le gars a dit dans toute sa vie politique, là, en 10 ans, vous prenez 3-4 conneries, et puis ça tourne en boucle ensuite comme s'il disait que ça. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas parler de son vrai travail. C'est-à-dire ce que je dis tous les jours n'a rigoureusement rien à voir avec ces ragots, ces commérages de commère, quoi, vraiment de... Quelle est votre réaction face à ces gilets jaunes qui ont fait des quenelles? Quand on dit de quelqu'un qui conteste le système parlementaire qu'il est rouge-brun, ça permet de dire, en fait, c'est un fasciste, ça fait peur à tout le monde, et après ça, on n'a plus besoin de défendre le système de domination. Moi, je réclame un débat de fond, quoi. Je veux dire... il me semble que nous devrions faire le procès de l'élection, centralement, puisque l'élection, à mon avis, est le centre névralgique du système de domination parlementaire. Élire, ça n'est pas voter. Élire, c'est même renoncer à tout jamais à voter. C'est-à-dire que quand je mets un bulletin dans l'urne en disant c'est toi que je choisis pour voter à ma place, ça veut dire que je voterai plus. Pendant 5 ans, je ne vais plus voter. C'est toi qui vas tout voter à ma place. Bon, ben ça, c'est très contestable. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre l'élection et le vote. Or, les élus parlent indifféremment de l'un et de l'autre. Ils disent comme un devoir, allez voter. Mais on va jamais voter, on va élire ce qui est précisément le contraire de voter. Donc il y a quand même un problème de choix de société. Est-ce que nous voulons voter ou est-ce que nous voulons élire? Les démocrates voudraient voter leur loi. Et on ne leur propose que d'élire des maîtres. Il y a un problème dont on n'arrive pas à parler avec des termes clairs, en prenant le temps de définir chaque mot. À chaque fois, c'est une bouillie. Rouge-brun, c'est pas un débat, quoi. Je veux dire, rouge-brun, on est dans l'invective. Mais du même coup, on n'a pas discuté du fond. Une petite parenthèse, vous n'avez pas peur de la récupération politique? C'est amusant, jeudi dernier, tous les médias sont précipités pour recevoir, alors là pour le coup ils l'ont reçu sur leur plateau télé, Florian Philippot, fondateur du parti Les Patriotes, qui a annoncé qu'il avait déposé la marque Les Gilets jaunes à l'IPI. Manque de peau pour lui, la marque, si tant est qu'on puisse la déposer. Elle avait déjà été 20 fois déposée, ça en dit long sur la rigueur des médias qui vérifient leurs infos. Ça vous inspire quoi, ces coups de com' autour du mouvement de la part d'un nombre important de politiques? Mais on s'en fout complètement. Enfin, le nom Gilets jaunes, mais il y a tellement de choses à dire sur le côté à la fois révolutionnaire, exemplaire, historique du mouvement des Gilets jaunes, et on est là à nous faire discutailler sur un nom de domaine, mais on n'en a rien à foutre. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'extrême originalité et la grande puissance de la revendication des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, en fait, ils sont débutants. Politiquement, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de politique, jamais. Ils sont en train de débarquer. Ils débarquent avec un a priori de méfiance par rapport aux politiques. Ils disent les politiques, mais en fait, ils pensent aux politiciens, c'est-à-dire qu'ils pensent aux professionnels de la politique qui les trompent depuis une éternité. Et en fait, c'est ultra politique ce qu'ils font. Et donc, ils partent avec une défiance du politique qui est salutaire, c'est exceptionnel.
c'est le meilleur point de départ d'un processus constituant. Un processus constituant, ça consiste à écrire les règles de la représentation. Or, les règles de la représentation, elles doivent surtout pas être écrites par les représentants. Elles doivent être écrites par les représentés. Ceci est décisif. Et comme c'est ça qu'ils font, les Gilets jaunes, ils sont en train de discuter sur les ronds-points des règles de la représentation avant de désigner les représentants. Ils décident comment ils vont les nommer. Élection, tirage au sort, avec quel mandat. On va y revenir dans le détail. Ouais, pendant que j'y suis, je finis, c'est pas long. Est-ce que leurs représentants, est-ce qu'ils vont tout voter à leur place? Tirage au sort des élus, c'est ça Tirage au sort de leurs représentants, oui. Les représentants, c'est les élus, voilà, mais ça peut être des tirés au sort. Pas dangereux. Ensuite, on verra après, mais c'est une idée remarquable. Ne lâchez... L'idée du tirage, me laissez pas... laissez-moi finir tout à l'heure, mais ne repoussez pas trop vite l'idée du tirage au sort. Je sais qu'elle est... choquante au premier abord. Alors, au premier abord, on se dit, c'est quoi ce truc? Faites-lui crédit. Juste creusez un peu et vous allez voir que plus vous allez la creuser, plus elle est robuste et prometteuse. C'est une procédure remarquable parce qu'elle est accompagnée de tas d'institutions qui la rendent... Tirage au sort. Mais réfléchissez-y. Je ne dis pas qu'il faut qu'on tire au sort. Je dis que nous sommes les représentés. Donc pas les élus, les représentés. Nous sommes les seuls légitimes et aptes à décider si nous voulons l'élection, le tirage au sort. Quel est le débat, quel est le mandat que nous voulons donner? Est-ce que nos représentants, on veut qu'ils décident tout à notre place? Ou est-ce qu'on veut qu'ils préparent les décisions et qu'ensuite ils reviennent sur le rond-point pour nous les faire voter? Donc c'est tout à fait différent. Le représentant qui décide tout à notre place ou le représentant qui nous prépare les décisions et qui ensuite vient nous les faire voter, vous comprenez qu'il y a un paradigme tout à fait différent de la représentation. Ensuite, j'ai presque fini. Ensuite, comment on les contrôle? Comment on les surveille pendant qu'ils nous représentent? Les Gilets jaunes sont en train d'imaginer un système qui est tout à fait révolutionnaire, qui consiste à le représentant... Nous avons tous un téléphone et le représentant, nous lui donnons le mandat, nous lui donnons la consigne de poser son téléphone sur un meuble pendant la négociation pour qu'en live Facebook, réseau social, pour qu'en live on puisse le voir en train de nous représenter et on puisse voir son adversaire, enfin en tout cas la personne avec qui il négocie en notre nom, pour voir comment ça se passe. Et qu'ensuite, dernier point, comment donc le voir vraiment jusqu'au plus fin détail de la représentation. Et enfin, comment on peut le révoquer? Comment on peut le révoquer quand on s'aperçoit que, attends, on avait dit que tu dirais ça et ça, et tu es en train de dire autre chose, il faut que nous puissions lui retirer notre mandat. Quand on s'aperçoit qu'il nous trahit, volontairement ou pas, quand on s'aperçoit qu'il se trompe sur la représentation, les représentants sont légitimes à dire nous sommes mal représentés et il faut que ça cesse. Donc, en tout cas, on n'est pas obligé d'être aussi radical dans les mesures de contrôle et de révocation. Tout ça se discute, mais ça se discute entre représentés. Or, ce que font les Gilets jaunes, c'est précisément ça. Et ce qu'ils font, et ils sont une petite partie de la population, mais toute la population devrait le faire. Les Gilets jaunes, en cette matière, et vous allez voir en d'autres, il y a d'autres sujets, ils sont exemplaire. Alors c'est maladroit, il y a des contradictions, ils se contredisent, tout ça est complètement en gestation dans une espèce de chaos qui ne retire rien à la puissance de la qualité du processus constituant. Vous pourriez les représenter aux élections européennes? Mais on s'en fout des élections européennes. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Rien, aucun pouvoir. Et nous n'avons pas... Rien. Alors là, on peut en parler 8 heures. En tout cas, le pouvoir, il est tout à fait symbolique. Et de toute façon, ça n'est pas notre pouvoir. C'est encore une fois le pouvoir de maître. Il est question de désigner des maîtres. Nous n'avons pas, nous représentés, nous n'avons pas le moins du monde négocié, discuté, réfléchi et décidé du mode de représentation des institutions européennes. Donc, elles sont profondément illégitimes. Les institutions européennes sont, comme les institutions françaises, très profondément illégitimes. C'est pas que nous sommes mal représentés, c'est que nous ne sommes pas du tout représentés. Mais évidemment, pas de l'Europe, de l'Union européenne. Ouais. L'Union européenne est un piège politique complet. Pas question de sortir de l'Europe. L'Europe, on y est et on y restera. C'est une réalité physique. Etienne Chouard, effectivement, la revendication du Frexit est en train d'apparaître depuis plusieurs semaines, effectivement, chez les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup reproché par l'éditorialiste, c'est-à-dire vous êtes un mouvement politique. Non, en fait. Mais ils sont tous donc ils ont fait effectivement les Gilets jaunes, le peuple français, j'aime bien l'appeler le peuple français, a fait le lien entre la paupérisation
militarisation et effectivement oui. l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, tout à l'heure nous en parlions en préambule, et je fais vite, Éric Morillo, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le mouvement des Gilets jaunes est aussi le retour de bâton de l'ultralibéralisme ou de la mondialisation, pour être plus précis, de l'Union européenne? Est-ce qu'à un moment donné, c'est le mur qui la souveraineté, l'Union européenne va s'affronter à la souveraineté des peuples, et comme c'est le cas dans d'autres pays européens aussi? Étienne Chouard. Sûrement, et, enfin, évidemment, puisque l'ultralibéralisme revient à paupériser les populations partout où il s'applique. Bon, mais donc effectivement, les Gilets jaunes, sortent de chez eux exaspérés par une difficulté à vivre. Mais c'est poignant, hein, quand vous allez leur parler, vous allez voir, c'est des gens qui sont très pauvres. On n'imagine pas de vivre dans ces conditions de pauvreté. J'étais à Bordeaux, il s'est trouvé que la conférence était en même temps que des gens qui se battaient sur l'écologie. Et donc ils ont fait un discours sur l'écologie avant qu'on parle de démocratie et du mouvement des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes qui étaient dans la salle et qui les entendaient parler, ils disaient, mais vous nous cassez les pieds. Ils n'ont pas dit casser les pieds, hein. Ils disent, vous nous cassez les pieds avec l'écologie. Je n'arrive pas à nourrir ma fille, quoi. Hein. Donc arrêtez de nous casser les pieds. Donc je veux dire, et donc c'est effectivement le libéralisme qui consiste à jeter les faibles dans les plutôt dans les de leur dans fin les de dans monde les plutôt que de la fin du monde, c'est ça que vous voulez dire avant. Ouais. En tout cas, il se trouve que ce sont des considérations économiques, financières, sociales qui les ont jetés dehors, mais que en se retrouvant dehors, dans le froid, sous la pluie, même la nuit, ils restent. Ils font société, ils s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas seuls à être pauvres, ils n'ont plus honte d'être pauvres, ils sont en colère, et écoutez bien, ils sont en train de refaire société. C'est-à-dire qu'ils sont en train de repenser la façon dont ils veulent vivre ensemble. Donc bien sûr, en même temps que ça se passe, ils se hissent politiquement à un niveau supérieur aux revendications qu'ils ont mises dehors. Étienne Chouard est avec nous, restez avec nous, on s'interrompt un court moment et on revient dans Les Incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. Les Incorrectibles, dernière émission de l'année avec un invité de choix, c'est Étienne Chouard, ça rime d'ailleurs. On vous voit très peu dans les médias, on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Il était, je pense, de notre devoir de vous faire réagir, surtout sur cette actualité sociale, puisque je le disais en introduction, vous êtes évidemment l'un de ceux, en tout cas l'un des pères de ce fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors on va bien sûr en parler en détail. Juste avant, pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, pour éviter les malentendus et déformations, je demande donc que vous nous reprécisiez votre vision de la démocratie, de la façon dont vous aimeriez l'appliquer. Vous disiez donc qu'on est enfermé dans une prison. Hein. Cette démocratie actuelle, vous le redites bien, vous la considérez comme une prison. Une prison politique. Une prison politique, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des choix à faire, nous ne pouvons décider de rien. Voilà. Nous ne sommes pas citoyens, nous ne votons pas nos lois, nous ne discutons pas nos lois. Nous élisons quelqu'un, c'est-à-dire que nous abdiquons notre souveraineté au profit d'une personne qui va, et vous m'arrêtez si j'exagère, qui va tout décider à notre place. Du moment où on l'élit jusqu'à la prochaine élection, nous ne déciderons... Il y a une Assemblée nationale quand même. Une Assemblée nationale qui va tout décider à notre place. C'est-à-dire que vous avez une bande de personnes... 577 députés, voilà, c'est quand même pas sur une seule personne. Non, une bande de personnes qui, en groupe, vont tout décider à la place des 40 millions d'électeurs. Bon, mais... cette impuissance politique, elle tombe pas du ciel, elle est écrite dans un texte dont nous sommes absents. Quand vous lisez la Constitution, nulle part il est écrit le peuple n'a aucun pouvoir. C'est pas écrit comme ça. Il va falloir que vous preniez les articles et que vous cherchiez où est-ce que vous êtes. Et vous allez voir, vous n'êtes nulle part. Vous allez voir, le Parlement vote les lois. Donc c'est pas les citoyens qui votent les lois, etc. Vous prenez n'importe quel article, nous n'y sommes pas. Et nous n'y sommes pas parce que nous ne l'avons pas écrit. Nous n'y sommes pas parce que nous avons laissé écrire les règles de la représentation par les représentants qui, partout sur Terre, il n'y a pas qu'en France, hein, bien sûr, partout sur Terre, quand ce sont les représentants qui écrivent les règles de la représentation, ils instituent leur pouvoir de représentant et l'absence de pouvoir des représentés. Et c'est pas une fatalité, c'est juste le fait, c'est le résultat d'une démission. Alors, volontaire ou non, les gens ne le savent même pas. Moi, avant d'y réfléchir, je faisais comme tout le monde et je ne savais pas que j'étais démissionnaire. Mais c'est bien, volontairement ou non, une démission des représentés de
rédaction des termes de la représentation qui nous conduit à l'impuissance. C'est donc pas du tout une fatalité. C'est une bonne nouvelle que je vous donne là. Cette prison-là, en fait, nous en avons la clé. Elle est entre nos mains. Il suffit de faire des ateliers constituants, de nous entraîner Vous entre êtes pour nous. une 6e République? Non, je suis pour une première démocratie. Et en fait, je vais trop loin parce que je dis que moi, je préfère une démocratie. Mais c'est pas à moi de décider. Il me semble que les humains seraient légitimes et aptes à décider qu'ils préfèrent une aristocratie, ou ils préfèrent une république, ou ils préfèrent une démocratie. Ce que je soutiens, c'est que le processus constituant doit être démocratique. Nous devrions réfléchir entre nous, commune par commune, sur le système que nous voulons. Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est un système représentatif? C'est pas un peu utopiste, voire naïf, non? Comment? C'est pas un peu utopiste, voire naïf? De toute façon, les utopistes, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. Hein. Je veux dire, si vous n'êtes pas utopiste, vous êtes ultra conservateur. C'est possible, mais vous êtes légitime à être conservateur. Mais j'ai aucun problème avec les utopies. Hein. La suppression de l'esclavage était une utopie avant qu'elle n'advienne. Allez, on va arriver au RIC bientôt. Gabriel, une question. Alors, ce que vous dites appelle de nombreuses questions. Vous avez cité la démocratie athénienne et vous condamnez l'élection. Pourtant, il existe de par le monde des systèmes qui tolèrent la démocratie directe et la démocratie représentative et qui fonctionnent assez bien. Je vous en cite 2 parmi les plus connus, la Suisse et l'État de Californie. Et en Californie, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour contredire un petit peu aussi les référendums d'initiative populaire, puisqu'il y en avait par exemple 42 questions ont été posées au moment de l'élection présidentielle, ce qui est énorme, certaines extrêmement techniques, et des voix se sont élevées aussi pour dénoncer les lobbies qui pourraient utiliser parfois les référendums d'initiative pour faire avancer leurs propres intérêts. Est-ce que vous n'y voyez pas parfois un danger, ou est-ce que vous pouvez imaginer un système qui puisse tolérer la démocratie représentative et la démocratie directe? Étienne Chouard. C'est marrant. C'est marrant que vous fassiez le reproche à l'alternative du référendum d'initiative populaire, le reproche d'offrir des prises au lobby, comme si l'élection donnait pas de prise au lobby. Enfin, c'est pas spécifique du tout. Enfin, vous voyez bien que l'élection rend les décisions politiques complètement asservies au lobby. Je veux dire, le Parlement européen, et c'est un repère de lobbyistes, un repère. C'est-à-dire que progressivement, alors ça vient pas tout de suite, mais en 200 ans, on arrive à une organisation des parlementaires qui sont totalement gangrénés par les lobbies. Même notre Conseil constitutionnel est complètement corrompu par les lobbies. Donc, c'est pas spécifique. On connaît votre aversion vis-à-vis de la finance et des banques, mais quel système monétaire, par exemple, vous parliez de l'Europe, quel système monétaire vous proposeriez? Quid de la Banque centrale, par exemple? Alors, j'ai pas fini de répondre à la question, mais vous me posez une question sur la monnaie, c'est ça? Sur alors terminez compte sur, Gabriel, le système sur le système. Démocratie représentative Suisse, et démocratie directe en même temps. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, n'est pas une institution, ça n'est pas l'institution de la démocratie. C'est une capsule de démocratie à l'intérieur d'un système représentatif. Quand nous décidons que nous n'avons pas envie de faire de la politique tous les jours et que nous avons besoin de représentants et que ce sont des représentants élus ou tirés au sort, peu importe qui, donc ce sont d'autres que nous qui vont voter les lois, le référendum d'initiative citoyenne nous permet de garder la main, nous permet de, quand nous observons que nos représentants sont en train de voter une loi qui ne nous convient pas, ça nous permet de reprendre la main en disant non, celle-là, on va l'abroger, on n'en veut pas. Ou bien quand les représentants refusent obstinément de nous donner une loi que nous voulons, ça nous permet d'imposer une loi que nous voulons, malgré la volonté de nos représentants. Quand un représentant est en train de servir des intérêts privés au lieu de servir l'intérêt général, quand nous avons l'impression qu'il ne nous représente pas, ça nous permet de le révoquer de notre propre initiative. Et ça nous permet aussi de changer la Constitution si nous estimons que dans la Constitution, il manquait des règles dont nous avons besoin. Mais si vous voulez, le RIC, c'est un complément démocratique à l'intérieur d'institutions représentatives. Mais une démocratie directe, dans une démocratie directe, nous voterions toutes nos lois, et si nous votons nos lois, nous n'avons pas besoin de référendum d'initiative. Alors, dans le détail, justement, Damien Esselson sur Internet nous a posé pas mal de questions à vous soumettre concernant ce RIC. D'abord, sur quoi vote-t-on? Est-ce qu'on vote sur tout? Est-ce que c'est juste une simple question, un projet de loi complet? Si c'est un projet de loi complet, justement, on parlait des lobbies. Seules les associations, les lobbies et les partis politiques seront en mesure peut-être de les rédiger, pas les citoyens seuls. Comment est-ce qu'on peut vérifier que la loi est bel et bien constitutionnelle? Vous avez pensé à... Alors, prenez une chose à la fois, parce que là, vous avez posé plein d'objections, il faut les traiter une à la fois. Alors, a priori, sur quoi on vote? Surtout, enfin bon, là, je vais vous donner mon avis, mais ça n'est que mon avis.
Parce qu'on recevait Luc Ferry qui nous disait, par exemple, la semaine dernière, le Front National va demander un référendum sur peut-être la peine de mort, un autre sur l'ISF. Et alors On va être tout le temps consulté. Et alors, là, c'est ça qu'on demande justement. Précisément, ce qu'on demande, c'est voter. On a marre d'élire, on voudrait voter. Donc, vous êtes en train de nous dire on va trop voter, mais justement, c'est ça que nous souhaitons. Nous voudrions voter plus. Donc, élire moins et voter plus. Alors, sur quel domaine et avec quelles limites ? Ce que je dis, avant de vous donner mon avis sur la question, ce que je dis, c'est que c'est pas aux représentants de décider ça. Décider quelle va être la portée de la souveraineté, parce que c'est une question de souveraineté. Ce dont il est question de trancher avec le référendum d'initiative citoyenne, avec les limites ou pas du référendum d'initiative citoyenne, c'est de la souveraineté. Qui va décider ? Et cette question-là, elle ne doit pas être traitée par les représentants. Elle doit être traitée par les représentés. Nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous sommes les seuls à être légitimes pour dire voilà quelle va être la portée de notre souveraineté. Et donc, moi, je préférerais, et c'est à vous d'opiner de votre côté, c'est à vous d'opiner, c'est à chacun d'opiner. Moi, je préférerais que la souveraineté soit une souveraineté totale. Je ne vois pas pourquoi elle serait limitée. Mettez-moi quelqu'un en face qui va défendre l'idée que... Dans quel délai, par exemple ? Mettez-moi en face de quelqu'un qui va me dire voilà un sujet sur lequel le référendum ne devrait pas pouvoir traiter. Par exemple, en Italie, ils n'ont pas le droit de faire des référendums en matière fiscale. Sur les impôts. Je voudrais bien voir quelqu'un qui arrive à justifier cette restriction. Qui êtes-vous, vous qui dites, qui êtes-vous pour dire au peuple, bon, tu es peuple, tu vas être souverain, mais pas en matière fiscale. Quelle est la légitimité de l'être humain qui ose dire de quelle supériorité, de quel promontoire parle-t-il quand il dit le peuple peut faire ci et ça, mais ça, il peut pas. C'est juste, politiquement, sur le plan de la philosophie politique, c'est indéfendable. De quel point de vue allez-vous parler quand vous allez dire le peuple ne peut pas décider sur tel et tel sujet ? Le président de la République, par exemple, dans le cas d'un juridique révocatoire, est-ce que le président il serait révocable ? Mais évidemment, tous les acteurs politiques, la stabilité de la République, ça va promettre. Hein. Mais pourquoi ? Mais attendez, il s'agit pas... On n'aura plus le droit d'être impopulaire du tout. Mais évidemment. On n'aura plus le droit d'être impopulaire. C'est incroyable que vous trouviez ça dangereux. On ne sait pas qu'il y a des lois qui peuvent paraître au départ impopulaires, mais qui sont nécessaires pour éclairer l'opinion. Si vous prenez... Faites attention, parce que les référendums, on ne va pas les... regardez la façon dont nous les instituons. Il ne s'agit pas de poser une question et d'avoir une réponse immédiate sans avoir éclairé l'opinion. On n'est pas tous des spécialistes, Étienne Chouard. Oui, non, mais il n'est pas question d'être des spécialistes. En matière de politique, il n'y a pas de spécialistes. En démocratie, l'idée, le postulat démocratique, c'est que pour décider, nous sommes égaux. En politique, nous allons être éclairés par des spécialistes, d'avis divergents d'ailleurs, parce que souvent, sur la plupart des points, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Or, pour opiner correctement, il faut que l'opinion soit éclairée en ayant vu non seulement les arguments pour, non seulement les arguments contre, mais des controverses où l'on voit ça s'affronter pendant longtemps, pendant 6 mois, pendant 1 an. Il faut qu'il y ait une mise en scène des conflits pour que nous voyions les uns s'empailler avec les autres, pour que progressivement nous apprenions quels sont les tenants et les aboutissants de ce sur quoi on va voter. Et puis une fois qu'on a passé 6 mois, 1 an à discuter d'un sujet, le peuple va pouvoir voter. Vous acceptez bien qu'il élise, je ne vois pas pourquoi vous n'acceptez pas qu'il puisse voter. Nicolas Vidal. Vous avez raison de penser qu'il y a un risque d'incompétence, mais que la qualité des débats contradictoires qui va séparer le moment de l'initiative et le moment du vote, la qualité des débats, moi je dirais 6 mois minimum, alors que je vois souvent passer 3 mois maximum, je dirais 6 mois minimum, et même souvent 1 an. Quand vous sentez, par exemple, sur une question comme la peine de mort, où c'est particulièrement controversé, et c'est vrai que il faut partir. Moi, je suis contre la peine de mort. Mais vous êtes pour reposer la question ? Non, pas du tout. Mais c'est le chiffon rouge qu'on agite sans arrêt pour nous faire peur. Je donne un cas concret. Admettons que suite à un crime odieux, où tout le monde est énervé, et la population aurait tendance à dire maintenant je la veux. Mais si vous décidez dans vos institutions, donc on refait un référendum dans ce cas-là sur la peine de mort. Mais selon vous ? Mais vous ne pouvez pas l'interdire. Comment voulez-vous l'interdire ? Si c'est une question importante pour la société, laissez la société se questionner elle-même. Simplement, si les institutions que vous avez pensées, si les institutions que vous avez pensées
nous oblige à ne pas décider sous l'influx de la colère, mais nous oblige à discuter longuement avant de prendre quelques décisions que ce soit, vous aplanissez ce risque de décision dans l'urgence. Et en plus, vous donnez la possibilité d'éclairer l'opinion comme on ne l'a jamais fait dans l'histoire des hommes. Nos républiques ne nous ont jamais présenté des débats contradictoires de la qualité que celle que nous sommes en train d'instituer sur les ronds-points et les péages. Nous sommes en train de discuter de la qualité de la mise en scène des conflits qui va séparer l'initiative votée, enfin, et le moment du vote. Il y a beaucoup moins de danger que nous prenions de mauvaises décisions comme ça qu'avec les parlementaires qui sont sous l'influence constante des lobbies. Vous aviez bien fait mais c'est bien. C'est beaucoup plus facile pour les lobbies de corrompre 500 personnes que d'en corrompre 40 millions. Réfléchissez bien à ça. Le temps tourne à toute vitesse. On reste bien sûr avec Étienne Chouard. Vous voyez, on avance très vite pour la dernière partie de l'émission dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Dernière partie de cette dernière émission, les incorrectibles de l'année, avec notre invité exceptionnel, je vous le disais, puisqu'il s'exprime quasiment peu, mais ça n'est pas de son fait, nous dit-il. Étienne Chouard dans les médias, Étienne Chouard qui est l'un des pères du RIC et qui est évidemment une personnalité plus que populaire au sein de ce mouvement des Gilets jaunes. Alors on va reparler bien sûr de ce fameux référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Juste avant, Nicolas Vidal-de-Putsch, vous vouliez reposer une question à notre invité. J'ai une question centrale pour Étienne Chouard. Vous parlez du débat contradictoire. Oui. Très bien. Oui. Aujourd'hui, quel doit être le rôle des médias ? Les médias doivent donner des débats contradictoires Les médias qui ne vous invitent pas dans leur grande majorité. De manière à ce que les citoyens donnent leur avis ou entendent des avis différents. Quel est votre avis aujourd'hui sur le rôle des médias dans cette crise des Gilets jaunes et après ? Alors, dans la crise des Gilets jaunes, il est contradictoire et contrasté, parce que d'une certaine façon, les médias... Déjà, vous pensez qu'il est important, ce rôle des médias, encore ? Décisif. Ah, mais décisif, dans l'éclairage de chaque l'opinion. semaine, ils disent qu'il y a moins de monde, et chaque semaine, il y en a toujours autant. Sur les ronds-points, en tout cas. Oui, non, mais l'opinion a besoin de ces médias, de ces journalistes. Moi, je me fais une très haute idée du métier de journaliste. Pour moi, le journaliste, c'est une sentinelle du peuple. C'est quelqu'un qui doit éclairer l'opinion et le défendre contre tous les éventuels complots. Aujourd'hui, c'est extravagant. Les journalistes qui devraient dénoncer les complots et qui devraient aider les lanceurs d'alerte condamnent, traquent, martyrisent les lanceurs d'alerte en les traitant de complotistes. Enfin, c'est extravagant. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que il y a presque plus de journalistes. Il y a quelques journalistes qui font encore le boulot, mais la plupart sont achetés par 9 milliardaires. 9 milliardaires ont acheté pratiquement tous les journaux du pays. Pratiquement, presque tous les journaux du pays. C'est tout à fait... c'est extrêmement dangereux pour le et lesquels, par exemple tous. Tous Pas les nous. journaux. Il y a pas... Tous les journaux. Pas nous. Je parle des journaux au papier. Donc, Le Point, l'Express, Libération, Le Monde, enfin, ils sont tous achetés par des banquiers. Vous avez le Crédit Mutuel qui a acheté le quart sud-est de la presse quotidienne régionale, de la PQR. Pourquoi un banquier, pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart des journaux du pays ? Enfin, je veux dire, bon, bref. Donc, il est le rôle de la presse. J'ai envie de dire. Ah non, parce que c'est très important. Non, c'est très important que les journalistes soient indépendants. Quand un journaliste est subordonné d'un milliardaire, soit il sert les intérêts du milliardaire, soit il est viré, et ne reste plus que des journalistes qui sont dans l'idéologie. Vous ne croyez pas à l'indépendance des journalistes de Libération, de l'Express et du Point ? Pas du tout, mais je vois leur dépendance au quotidien, bien sûr. Alors, sur le RIC, sur le référendum d'initiative citoyenne, il va être extrêmement important d'avoir des médias rendus indépendants des riches. Il est parfaitement stratégique. C'est Internet ? Pas négociable. Non, mais ça suffit pas du tout. Internet, c'est un pis-aller. Et c'est précieux dans le contexte du noyautage des médias par les riches, mais c'est un pis-aller. Sur Internet, tout le monde parle en même temps, personne écoute... Il n'y a personne qui écoute, enfin, quand tout le monde parle en même temps, donc c'est très imparfait comme média. Alors, je voudrais, pour répondre à votre question, parce que vous allez voir, parce que c'est une réponse circonstanciée que je vais vous donner. Nous avons pensé à ça, évidemment. Nous savons bien que le référendum d'initiative populaire, dans un contexte médiatique où les plus riches ont acheté tous les médias, c'est extrêmement dangereux parce que les médias vont nous mettre la tête à l'envers et vont nous conduire à voter contre nos intérêts. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la plupart des pays du monde où il y a le référendum d'initiative citoyenne. Ça n'entraîne pas du tout une révolution ou un changement de justice sociale parce que les médias intoxiquent l'opinion au lieu de l'éclairer. Alors,
Ce qu'il faudrait, c'est que les journalistes soient libres. Alors, je sais bien qu'ils se sentent libres. Je sais bien que les journalistes de Libération, du Monde disent « mais moi, il n'y a personne qui me donne des ordres ». Oui, le problème, c'est que leur idéologie néolibérale a fait qu'ils restent encore en poste. Tous ceux qui ne sont pas de la même idéologie ont été virés, et c'est très librement que leur position néolibérale s'exprime de façon néolibérale dans leur colonne. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a personne pour leur donner des ordres, mais il faut comprendre que c'est au moment de l'embauche ou du licenciement que l'idéologie d'un média est transformée par le fait qu'il a été acheté. Alors, je vous allez voir, c'est très court, hein, ça tient en un article. Moi, je suggère que les gilets jaunes et les citoyens ensuite, parce que je répète, les gilets jaunes sont exemplaires de ce que nous devrions tous faire. Voilà ce que je suggère que nous écrivions, mais ça, c'est un point de départ à discuter. C'est-à-dire qu'il y a une colonne blanche à côté pour que chacun discute en amendant, en disant « Schwartz exagère », il corrige, en rajoutant... Alors, je vous lis. Donc, c'est un tiret à l'intérieur de l'organisation des débats contradictoires. L'opinion des citoyens, donc il y a une pétition de principe d'abord. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Point. Donc ça, c'est ce qui permet de comprendre ce qui va suivre. Dans ce but, tous les médias du pays, journaux, radio, télé, évidemment, mais aussi agences de presse, instituts de sondage et instituts de statistique, c'est-à-dire tous les organes qui permettent d'éclairer l'opinion, hein, c'est tout à fait essentiel ça, doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Point. C'est une idée. Avec quel argent, Étienne? Non. Attendez, l'argent, c'est absolument jamais un problème. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média quel qu'il soit. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est une idée. Je ne dis pas que c'est la seule. Il y a d'autres idées, évidemment, pour assurer l'indépendance des médias. Mais voilà une idée qui permet de libérer les journalistes de l'assujettissement, parce que quand on est salarié, on est subordonné, de l'assujettissement à un milliardaire. Et je continue, il y a juste une phrase. Les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés, maintenant là, et la Chambre des médias, qui est une chambre tirée au sort, veille à l'application de ces règles. Ce que je veux vous dire, c'est de la même façon que vous n'accepteriez pas que les juges soient privés et soient contrôlés par les riches. Ça vous choquerait que les juges qui vont rendre la justice, ça vous révolterait qu'ils soient subordonnés aux riches et que la justice soit subordonnée aux plus riches du pays. Ça vous choquerait. Eh bien, les journalistes, c'est pareil. Et nous devrions faire des journalistes, nous devrions les protéger en les payant, s'il le faut. Mais bien sûr, parce que nous préférons payer des juges plutôt que les juges soient payés par les journalistes, par les riches. Que ce soit des fonctionnaires. Mais des fonctionnaires indépendants. Regardez les juges. Les juges, nous les payons et ils sont indépendants, nous assurons leur... Alors c'est imparfait, mais ça pourrait être mieux. Mais vous comprenez l'idée. Les juges, ils sont indépendants. Eh bien, réfléchissez-y. C'est pas un référendum aussi. Non, pas du tout. Ça pourrait très bien être... il pourrait très bien y avoir des écoles de journalisme. Les jeunes gens qui veulent journalistes, ils passeraient, comme aujourd'hui, ils passeraient... Hein, ça existe déjà, mais il faudrait les rendre indépendants des riches. Vous, ça vous choque peut-être pas que les riches... Mais moi, je trouve ça tout à fait révoltant. Vous avez en partie raison sur le constat, sur le fait que les médias soient détenus aujourd'hui en grande majorité... 9 milliardaires. C'est vrai. C'est très mais ce que vous proposez me semble tout aussi dangereux et tout aussi tyrannique. C'est l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est les soviets. Vous nous proposez les soviets, quoi. C'est la collectivisation. C'est hyper dangereux, quand même. Il y a une dérive potentielle. Pourquoi la collectivisation, c'est dangereux? L'hôpital, c'est communiste. Ça vous pose un problème? L'hôpital, c'est la mise en commun des soins. Il y a des cliniques qui existent. Alors que là, vous empêcheriez toute personne physique ou morale de racheter un média. Oui, absolument. Alors qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux et des cliniques. Oui, alors. Voilà. Donc il y a une possibilité. On peut choisir. On peut choisir. Enfin, quand on a de l'argent. Dans le système que vous proposez, il n'y a plus ce choix. Moi, ça me semble dangereux. Nicolas Vidal, dans cette élan démocratique, on pourrait voir la chose à l'inverse. On pourrait dire que si les Gilets jaunes estiment au moment donné qu'il y a des médias qui sont plus objectifs, il faudrait qu'ils s'y abonnent pour pouvoir les faire vivre. Parce que nous sommes des médias indépendants avec Correct et Putsch. Et oui, mais dans cet élan démocratique, il faudrait que nous faisons l'information objective, nous le pensons avec nos confrères de l'Incorrect. Il faudrait aussi que les Gilets jaunes, à un moment donné, se disent tiens, la démocratie, ok, la représentativité, ok, mais faire vivre une presse indépendante que nous jugeons, nous, indépendante, il faudrait aussi qu'il y ait des abonnements. Attendez, moi je vous rassure, on appartient à un grand groupe ici, je ne suis absolument totalement libre. Personne n'a vérifié les questions que je pose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Il y a des gens libres dans les grands journaux et dans les grands médias, évidemment. Donc ça peut être conciliable, Étienne Schwartz, c'est ça qu'on veut dire. Oui, il existe des poissons volants, mais ils ne font pas la loi du genre. Voilà, donc il reste quelques journalistes indépendants, bien sûr, mais ils ne font pas la loi du genre. La plupart sont complètement
aligné sur le RIC. l'agenda pourrait voter néolibéral aujourd'hui, c'est-à-dire des ultra-riches. Quoi, hein. Sur Les l'aspect ultra-riches pratique, font la on loi. pourrait voter, ce serait par les urnes uniquement, par Internet. Vous avez Comment réfléchi, le RIC. Oui. Comment est-ce qu'on voterait? Est-ce que ce serait essentiellement, le référendum se ferait quoi? Par les urnes essentiellement, par Internet? Le référendum. Ça coûterait cher, peut-être d'organiser aussi des référendums, non? Alors bon, vous posiez une question sur la monnaie tout à l'heure. Ah oui. Oui, ça aussi j'aurais aimé que vous répondiez, mais on a Oui, on va pas avoir mais, le temps. voilà, ça justifierait au moins 1 heure de discussion parce que c'est un sujet essentiel. Je rappelle que. Ça coûte combien des référendums si réguliers? Je rappelle que vous pouvez vous échiner à instituer une souveraineté politique la mieux instituée du monde si vous n'instituez pas en même temps une souveraineté monétaire qui vous permet de financer vos décisions. Vous avez discuté pour rien, parce que si vous avez mis en place votre souveraineté politique et à chaque fois que vous prenez une décision, il faut que vous alliez voir un banquier en disant « et ça, on le finance ou pas ?» Il vous dit « non, ça, on le finance pas. » C'est lui le souverain. En fait. Et si tous les référendums, ils passent à 51% à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait des 49%? Mais pourquoi vous posez pas la question pour les lois? Sur les lois, ça fonctionne comme ça. Hein, les parlementaires, les 49%, ils sont écrasés, laminés par les 51%. Le quorum, ce serait 50% plus une voix pour vous. Si vous avez un meilleur moyen, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, la majorité, c'est un pis-aller pour tout le monde. Tout le monde préférait, depuis le bon seuil, selon vous. Attendez. Depuis la nuit des temps, les humains préféraient prendre leurs décisions à l'unanimité. Mais quand les groupes deviennent des grands groupes, c'est plus possible. Donc, on décide à la majorité, faute de mieux, c'est un pis-aller, on ne peut pas faire autrement. Mais écoutez bien, pour l'instant, dans le système électoral, nous sommes condamnés à un système de partis. C'est l'élection qui fait qu'il y a des partis, dans lequel le parti qui a gagné a tout gagné pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'est lui qui va décider de toutes les lois et les 49%, ils vont être écrasés pendant 5 ans. Le système qu'on pourrait imaginer, c'est un système dans lequel nous votons nos lois. Et à ce moment-là, c'est vrai que loi par loi, il va y avoir à chaque fois 49-51, un risque. Ce serait une simple question qui rédige la loi ensuite, ça aussi, il faudrait la poser comme oui, ça. alors ça peut être des représentants qui préparent la loi, mais c'est nous qui la votons. Mais oui, mais je suis pas du tout hostile à la représentation. Enfin, c'est un mauvais procès. Je ne suis pas du tout hostile à la représentation. Je soutiens simplement que c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. C'est-à-dire que c'est aux représentés de dire quel type de représentants ils veulent. Ceci est absolument décisif et révolutionnaire. Ce que font les Gilets jaunes, quand ils parlent de ça, est révolutionnaire et exemplaire. La constitution de la 5e a été validée par référendum. C'est une anti-constitution. C'est le peuple. C'est une anti-constitution. Mais c'est une anti-constitution, évidemment. C'est le peuple qui l'a voté. Ce sera le dernier mot. Et donc, Gabriel, c'est une anti-constitution. Vous faites la démonstration que le fait de voter la Constitution ne suffit pas à nous protéger. On nous balade. Le référendum ne suffit pas. Non, mais un référendum ne suffit pas pour la Constitution, ça c'est évident. Il faut que nous l'écrivions nous-mêmes. Oui, absolument. Il faut que nous l'écrivions nous-mêmes. Le fait de la voter ne suffit pas, parce qu'on se fait enfumer. À Maastricht, c'était pareil. Il suffit de ne pas mettre dans le débat, par exemple, l'article 104 de Maastricht qui nous a privé de la souveraineté monétaire. Il n'y a pas eu de débat. Nous avons voté à Maastricht sans qu'il y ait le débat sur l'article 104, ce qui est un scandale absolu. Donc, un référendum ne va pas rendre la Constitution, entre guillemets, parce que c'est une fausse, c'est une prison, ne va pas la rendre légitime pour autant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Étienne Chouard, d'avoir accepté notre invitation. On était, je le disais, ravis de vous recevoir, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. C'est le droit de chacun, mais je pense qu'il était, je le disais, donc de notre devoir de vous donner la parole et de vous défendre face aux attaques nombreuses et très violentes dont vous faites l'objet. Sans qu'on me laisse me défendre, c'est incroyable. Quoi. Voilà. Et alors, le scoop, je l'annonçais en début d'émission, je tiens ici à saluer le philosophe Raphaël Enthoven, qui vous a vivement critiqué, à qui j'ai proposé sur Twitter de débattre avec vous. Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais il a accepté. Je vous propose donc qu'on organise rapidement ce débat ici dans une spéciale des Incorrectibles en direct à la radio et en live vidéo sur Internet pour permettre aux internautes d'y participer. Vous êtes d'accord? Ah oui, ça va être très donc intéressant. Ce débat aura lieu, c'est noté, entre Raphaël Enthoven et Étienne Chouard. Notez-le, on reviendra vers vous évidemment, on l'annoncera sur les réseaux sociaux pour la date. Très bonne fête de fin d'année à tous, gilets jaunes ou pas. On aura une pensée particulière pour ceux qui sont seuls, malades ou dans la détresse. Merci à Nicolas Vidal de Putsch et Gabriel Robin de l'Incorrect de m'avoir accompagné. Merci au réalisateur Benoît Goutorme ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission et les autres. Et plus généralement, merci à toutes les équipes de Sud Radio. Merci à Didier Maistre et Philippe Vives pour leur précieuse confiance. Et merci surtout à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio ou Internet. À l'année prochaine.